Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir va nous permettre de prendre un peu de hauteur et de recul par rapport au fracas quotidien des marchés dans une période qui reste une période très très agitée. Et Nicolas Comilly qui est avec nous en plateau, directeur général d'Amiral Gestion. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, merci Grégoire. beaucoup d'être là. L'objectif est de nous faire partager un petit peu la réflexion que vous menez sur le rôle de l'investisseur contemporain face aux défis de notre époque. Vous avez écrit d'ailleurs un long papier, une douzaine de pages. Je renvoie sur le site d'Amiral Gestion parce que voilà, on ne pourra pas résumer les 12 pages que vous avez écrites en 10 minutes. Mais l'idée est de dire que cet investisseur 3.0, comme vous l'appelez, c'est un investisseur qui doit être stratégiquement responsable. Si on fait un historique rapide, qu'est-ce qui nous amène à cette définition pour vous là, de l'investisseur 3.0, ses caractéristiques, ses qualités, puis on verra comment tout ça peut prendre corps dans la stratégie et la gestion d'Amiral Gestion. Nicolas. Merci Grégoire. Donc en effet, on a un petit peu retracé l'évolution de notre métier ces 20 dernières années. C'est vrai que quand on se souvient, quand on a créé Amiral Gestion au début des années 2000, finalement, quand on s'interrogeait sur l'objet, le sens de notre métier, au-delà de la création de performance pour nos clients, pour nos investisseurs, ce qui est absolument essentiel, finalement, notre rôle systémique a toujours été, en tant qu'investisseur, l'allocation de l'épargne aux projets les plus efficients, aux entreprises créatrice de valeur, au profit de quoi? De la croissance économique et de l'emploi. On s'en est d'ailleurs bien rendu compte quand on a été mandaté par la CDC en 2012 pour gérer le fonds Nova, qu'on gère toujours pour une quinzaine d'investisseurs institutionnels, dont l'objet, justement, le but qu'on nous avait donné, c'était d'investir dans ce qu'on appelait les micro-caps, les PME ETI françaises, pour favoriser cette création d'emplois et cette croissance économique. Puis comme vous le savez, évidemment, les missions se sont étoffées autour d'enjeux sociétaux, environnementaux. C'est évidemment la révolution de l'ESG qui est montée en puissance et l'allocation d'épargne a aujourd'hui effectivement aussi un rôle dans la façon de transformer un certain nombre de pratiques sociales et environnementales. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que finalement, on va encore un petit peu plus loin. Il y a des enjeux stratégiques énormes aujourd'hui auxquels doivent faire face nos gouvernements, comme la transition économique écologique, ou encore l'indépendance technologique de l'Europe, demain de plus en plus la réindustrialisation de l'Europe. Et clairement, les gouvernements ont besoin de mobiliser des capitaux. Alors il y a une époque, les gouvernements maîtrisaient des pans entiers de l'économie, les banques, les financements, avaient des marges de manœuvre budgétaires très très importantes. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. L'économie est libéralisée, les capitaux se déplacent entre les pays sont surendettés. Donc c'est extrêmement stratégique de pouvoir flécher l'épargne privée et notamment au travers des investisseurs. C'est pas un hyper-étatisme qui va se faire au détriment de l'investisseur privé. Parce que là, évidemment, l'État, la puissance publique reprend un rôle très important en première ligne face aux enjeux stratégiques du moment. Vous dites, quand on regarde les marges de manœuvre budgétaires, c'est pas du tout celles qu'on avait auparavant. Et donc, la puissance publique aura plus que jamais besoin du privé pour atteindre ses objectifs stratégiques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Et c'est là où on en arrive à ce qu'on a appelé, pour bien exprimer le sujet, l'investissement stratégique. On passe de l'investissement socialement responsable, qui reste toujours socialement responsable, à l'investissement stratégiquement responsable. Et l'investisseur, finalement, qu'il le veuille ou non, se retrouve embarqué dans des enjeux de transition, d'indépendance technologique, de réindustrialisation. Comment on fait? Moi, je comprends que l'investisseur, comme vous le décrivez, 3.0, stratégiquement responsable, c'est un investisseur qui doit être engagé, donc, et pour être engagé sur la bonne voie, il doit être expert. C'est intéressant l'exemple de la transition énergétique. Il suffit pas de suivre la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un empilement de réglementation au niveau national, au niveau européen, qui vise justement à flécher ces investissements là où on veut les voir pour la transition énergétique telle qu'on la conçoit aujourd'hui en Europe. Mais suivre cette réglementation à la lettre, c'est pas suffisant pour l'investisseur. Je pense que vous avez raison, Grégoire. En effet, c'est un très bon exemple, le climat, par rapport à l'évolution dont on vient de parler. Il y a eu une avalanche de réglementations qui sont arrivées pour pousser les investisseurs à développer des fonds climat et à décarboner leur portefeuille. Mais si on suit la réglementation, on a tendance à aller systématiquement dans du best-in-class, dans de l'anti-sélection, et finalement à se concentrer sur que toujours les mêmes entreprises extrêmement green qui aussi reportent très très bien, qui ont les meilleurs KPI, c'est-à-dire les meilleures caractéristiques. Et finalement, on voit qu'il y a eu une avalanche
de fonds climat qui se sont concentrés sur, en caricaturant, des entreprises comme les GAFAM. Mais oui. Parce que finalement, c'est très simple et ça permet de répondre à cette réglementation. Mais oui, ou du L'Oréal. Enfin, L'Oréal pourra améliorer son empreinte carbone autant qu'elle veut. C'est pas ça qui changera le net zéro carbone, l'objectif net zéro carbone qu'on a tous en tête. Exactement. C'est pour ça que nous, ce qu'on a fait modestement à notre niveau, c'est finalement, face à ces évolutions, nous interroger sur quel rôle on peut jouer. Toujours en partant, vous avez entièrement raison, de notre expertise, sinon on ne fait rien. Et donc c'est pour ça que sur le climat, on va lancer un fonds là dans quelques semaines, où on part de notre savoir-faire en termes de small et mid cap française et européenne, avec pour objet de faire de l'engagement. C'est vrai qu'on a cet avantage sur le small et mid cap européen d'être proche des entreprises, généralement d'avoir des positions au capital importantes, de les accompagner depuis très très longtemps, d'avoir leur écoute et de pouvoir mener des vraies politiques d'engagement pour les pousser à accélérer leur transition et avoir un réel impact sur les objectifs cibles et pas uniquement sur sauter sur des opportunités réglementaires pour créer des fonds. Et cette stratégie aujourd'hui sur le climat, encore une fois, elle est compatible avec la réglementation. La réglementation vous permet quand même d'aller chercher cet impact, d'aller travailler avec des élèves qu'on veut faire progresser dans la durée. La réglementation ne vous pénalise pas de ce point de vue-là Elle nous pénalise un peu. Sur le plan commercial, ne serait-ce que sur le plan commercial. Par exemple, je vais regarder, est-ce que le fonds est article 9 ? C'est quoi son score carbone, etc. Il y a des clients finaux qui vont décider d'investir ou non sur ces paramètres-là aujourd'hui. Alors bon, c'est une très bonne question parce qu'on est en plein dedans. On espère bien que notre fonds soit article 9, mais ça demande de faire des grands écarts et d'être extrêmement créatif parce que évidemment, c'est pas la voie la plus simple. Parce que notre objet quand on fait ça, c'est d'investir certes dans des entreprises dont le métier est green, en caricaturant des producteurs d'électricité renouvelable, mais également dans des entreprises industrielles qui en fait sont fortement émettrices aujourd'hui, mais là où il y a les plus forts leviers pour décarboner puisqu'elles doivent se transformer. On ne se passera pas du ciment, on ne se passera pas de l'acier, on ne se passera pas de tous les métiers industriels. Et donc nous, on cherche à investir dans les entreprises qui sont à même de transformer les modes de production industrielle, de transformer leur secteur et donc certainement d'avoir des datas sur nos portefeuilles parfois qui ne sont pas aussi belles qu'on l'espérait, mais d'être plutôt dans une logique de trajectoire et donc de best effort et de progression plutôt qu'être dans une logique de best in class qui souvent est la voie un petit peu royale poussée par le régulateur. Et la réglementation va devoir reconnaître à un moment ce type de stratégie. C'est ce qu'on espère. On travaille beaucoup là-dessus et je pense que les investisseurs et notamment les investisseurs institutionnels sont tout à fait conscients de cela et ils ne sont pas spécialement ravis d'investir. Il n'y a pas que ça, mais dans des fonds climat qui investissent que dans des large caps qui ont les meilleurs critères de beauté. Voilà. Un sujet, si on a le temps, qu'on retrouve sur la tech. Oui, exactement. Il nous reste 3 minutes. C'était la transition que je voulais faire. Mais là aussi, sur la tech, on a eu des dispositifs. Alors, c'était 2019, le dispositif Tibi, les fonds Tibi, notamment accélérer le financement de l'écosystème technologique français. Bon, si c'est pour acheter des GAFAM, encore une fois, est-ce qu'on n'est pas en train de rater totalement l'objectif ? Et comment, justement, on est un investisseur stratégiquement responsable sur cette question du besoin de la souveraineté technologique aujourd'hui en Europe ? Voilà, alors nous, notre approche, l'initiative Tibi est très très bonne en soi. C'est vrai, comme vous dites, il y a beaucoup de fonds qui sont développés autour du large cap et donc forcément de la tech américaine. Donc nous, en tout cas, là où on est positionné en tant que spécialiste du small et mid cap, notre ambition, c'est d'essayer de vraiment nous concentrer sur le small et mid cap européen de façon, et c'est ce qu'on a fait en lançant Sextant Tech en juin de cette année, de façon à favoriser l'émergence de la French Tech et de l'European Tech en allant financer et accompagner à long terme les entreprises innovantes de terrain qui ont besoin de financement, qui sont un peu sous les radars et qui se développent en Europe et en France. Souvent en étant des investisseurs de référence, en faisant également du primaire, en les accompagnant dans les IPO, les augmentations de capital. Et même parfois, vous savez, le challenge d'aujourd'hui, c'est d'être capable d'aller les chercher même en pré-IPO, de créer ce lien dont on a besoin avec le privé, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que le privé et le public, ce sont deux mondes séparés. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'échecs en IPO. Et même parfois en conflit. Moi, j'entends beaucoup de boursiers qui disent pique-pan sur le monde du private equity parce qu'ils ont l'impression de servir d'exit, de sortie à bon prix et que derrière,
pour l'histoire boursière, il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est quand même un peu comme ça que ça se passe. Ça peut être le cas, mais sans voir ça de façon trop conflictuelle. En tout cas, on a intérêt à travailler ensemble parce que ce qu'on voit, c'est qu'à force de ne pas se préparer et de ne pas préparer les entreprises à bien comprendre ce qu'est la bourse, finalement, on ne voit quasiment que des échecs. Ouais. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Ouais. Les entrepreneurs qui ne sont pas venus en bourse voient des échecs, n'ont pas envie d'y venir. Et finalement, la bourse ne joue pas suffisamment son rôle dans le financement de nos entreprises innovantes et technologiques qui soit restent privées, soit vont se coter ailleurs. Mais là aussi, l'investisseur doit se remettre en question. C'est pas juste, oui, mais parce que c'est des business models qui fonctionnent pas, c'est des boîtes qu'on levait beaucoup dans le privé, mais regardez, quand elles viennent sur le vrai marché exigeant boursier, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, la com n'est pas bonne, les modèles sont... Non, il y a aussi... Les investisseurs doivent aussi se remettre en question sur leur capacité à comprendre et à accueillir ces entreprises demain si elles le souhaitent. Totalement. Et c'est pour ça qu'il faut créer le dialogue. Et souvent, il y a des problèmes de valorisation. Les business models ne sont pas forcément mauvais, mais s'ils arrivent en IPO avec des valorisations qui sont un petit peu déconnectées, effectivement, ça crée des échecs et des traumatismes qui ne sont pas très bons. Mais vous avez entièrement raison. Des deux côtés, tout le monde doit se remettre en cause pour créer cet écosystème qui est absolument indispensable pour le développement de la tech en France et en Europe. Et puis, j'ai vu le nombre de licornes. Alors, je ne tiens pas à jour le nombre de licornes françaises, mais je sais qu'on est à plusieurs dizaines et que c'est un satisfecit national important. Ça veut dire qu'il y a quand même un rendez-vous à pas rater entre ces licornes et le marché boursier à un moment. Tout à fait. Et nous, on parle à des sociétés qui sont aujourd'hui privées, qui sont valorisées plusieurs milliards. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui aspirent à un moment à passer du côté de la bourse. Mais elles ne savent pas encore si c'est tout à fait une bonne idée. Et elles ont besoin de maturer. On a besoin de travailler tous ensemble. Et c'est ce qu'on va en tout cas essayer de faire en partie dans Sextantech. Merci beaucoup, Nicolas Komilikis, qui venait nous voir pour partager ses réflexions sur le rôle de l'investisseur, l'évolution des métiers de l'investissement avec cette idée d'être un investisseur stratégiquement responsable. Nicolas Komilikis, directeur général d'Amiral Gestion, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.